Amis de Threshold Lovers, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une vidéo qui risque d'être un peu longue, puisque contrairement aux précédentes vidéos de la chaîne où vous avez vu l'upgrade ou l'amélioration de certains appareils, nous allons ici nous intéresser à la construction d'un appareil de A à Z depuis le début. Il s'agit de la construction d'un ampli casque qui est proposé sur le site de amb.org, qui est un site bien connu de Do It Yourself. Alors pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, je vais tout de suite basculer sur le site d'AMB. Voilà, vous avez ici à l'écran la page qui est dédiée à l'appareil auquel nous allons nous intéresser, qui est le M3, qui est un amplificateur casque. Alors, comme tout ce qui touche aux appareils présentés sur le site d'AMB, les descriptions sont extrêmement complètes. Il y a des tonnes et des tonnes de descriptions. Hein. Vous pouvez avoir absolument tous les détails sur ce qu'il s'agit de construire. Vous avez les indications des points techniques essentiels. Vous avez les indications concernant les alimentations à mettre en place, etc. Donc c'est extrêmement complet et c'est très bien fait. Vous avez également la notion de galerie qui présente les réalisations qui ont été faites par certaines personnes. Voilà, vous avez absolument tout ce qui peut être souhaitable de savoir concernant ces appareils. Alors, lorsque vous vous lancez dans la construction d'un appareil comme ça, évidemment, il faut commencer par acheter un minimum de choses. Il y a des composants que vous allez trouver directement sur le site de AMB, que vous pourrez commander. C'est l'onglet Buy qui va vous permettre d'accéder à la page de commande et de commander un certain nombre de composants, et puis il y a des composants que vous devrez acquérir par vous-même, puisque AMB n'est pas à proprement parler un vendeur de kits complets. Il vend les composants essentiels, à savoir les circuits imprimés, certains composants électroniques plutôt difficiles à trouver, mais pour le tout venant, c'est-à-dire s'il s'agit de trouver une résistance ou s'il s'agit de trouver un connecteur, on est dans le monde du do-it-yourself, et donc on assume que vous avez une certaine capacité à réaliser ce genre de choses. Vous trouverez bien sûr tout ce qui est schéma, il n'y a absolument rien de confidentiel dans ce qui est délivré sur AMB, et tous les circuits sont absolument suivis, c'est-à-dire qu'il y a une qualité de service, une qualité d'information absolument remarquable. Si vous allez d'ailleurs sur le site principal de AMB, vous verrez qu'il propose tout un ensemble de produits. Vous voyez, il y a des préamplificateurs, des amplis de puissance, des atténuateurs de volume, des amplis casques, des convertisseurs digital analogiques, des alimentations, et puis tout un tas de choses très intéressantes. Alors, des master clocks, j'en ai commandé, je vais pouvoir en faire quelques-unes, etc. Voilà. Maintenant que nous sommes, que je vous ai présenté l'appareil que nous allons construire ensemble, eh bien je vais commencer à vous présenter un certain nombre de choses qui sont indispensables pour cette construction. Bonjour, donc pour cette partie suivante, nous allons continuer la visite de notre projet, on va dire, le survol de notre projet, par la présentation d'un certain nombre de composants qui vont nous être indispensables pour démarrer la construction de cet appareil, de cet amplificateur casque. Alors vous avez ici un premier carton qui contient un certain nombre de choses, qui ne contient pas tout. Le gros des composants purement électroniques va arriver demain, mais il y a là-dedans un certain nombre de choses qui sont indispensables pour la construction de notre appareil. Alors on ouvre le petit carton, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe pour Noël. Donc vous allez trouver là-dedans, évidemment, du câble, c'est du Starquad qui va servir
à faire le lien entre le boîtier d'alimentation et le préampli casque proprement dit, puisque cet ampli casque aura une alimentation dans un boîtier séparé. Il y a deux raisons à ce choix. Ça, c'est un peu vous qui décidez ce que vous voulez faire, hein, mais moi j'ai fait ce choix-là. La première raison, c'est qu'il est toujours préférable quand on peut de mettre l'alimentation dans un boîtier à part. C'est toujours plus confortable en termes de câblage et c'est plus musical, il y a moins d'interférences avec les étages d'amplification. Et la deuxième, c'est que mon préamplificateur, mon amplificateur casque plutôt, aura une particularité, il aura une fonction supplémentaire par rapport à ce qui est présenté sur le site de AMD, c'est que je vais mettre un module Bluetooth dedans pour pouvoir par exemple envoyer de la musique depuis mon smartphone directement à l'intérieur de l'ampli casque. Alors le module Bluetooth, c'est tout simple, hein, voilà, ça se présente comme ça. Là, pour l'instant, évidemment, il n'est pas monté. C'est une petite carte avec un certain nombre de connexions, une petite antenne à mettre, etc. Vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Qui dit module Bluetooth supplémentaire, dit une alimentation évidemment un petit peu plus complexe. L'amplificateur casque a besoin d'une alimentation à 24 volts. Et le module Bluetooth, évidemment, a besoin d'une alimentation en 12 volts. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais avoir deux transfos, deux cartes d'alim dans le boîtier d'alimentation. Et là, par exemple, vous voyez le tout petit transfo qui va servir à alimenter le module Bluetooth. Vous verrez dans les prochaines vidéos le transformateur qui servira à alimenter l'ampli casque, qui est évidemment plus généreux. Voilà, vous trouvez dans mon petit carton aussi un certain nombre de connecteurs, de pièces diverses et variées. Vous verrez tout ça en détail par la suite. Il y a un certain nombre de boutons aussi qui vont servir à commander en façade le volume, la source, etc. Un certain nombre de choses. Et puis évidemment, qui dit appareil et alimentation dit châssis. Il faut bien les loger quelque part. Et donc vous avez deux châssis comme ceci, qui sont des modèles GX 283 de chez IFI 2000, qu'on trouve chez Audiophonics en France par exemple. Audiophonics y livre à peu près de partout. Je ne doute pas que selon le pays où vous êtes, par exemple si vous êtes aux États-Unis, vous aurez la possibilité de trouver d'autres boîtiers qui conviennent très bien aussi, qui sont des boîtiers qui avantageusement peuvent faire 2 pouces de haut, c'est-à-dire un petit peu plus de 2 pouces et demi, c'est-à-dire 60 mm en unité européenne, en unité métrique, et qui sont légèrement mieux adaptés aux dimensions de cet ampli casque. Mais des boîtiers comme ça en Europe sont assez difficiles à trouver, alors que les GX 283 on les trouve extrêmement facilement. Donc j'en ai commandé deux. Dans mon carton, il y en a deux comme ça, hein. Il y en a un là et puis son collègue qui est juste en dessous. Et on va évidemment commencer par assembler ces châssis. Il y a aussi une boîte que vous voyez ici avec un début de composants électroniques divers et variés, qui n'est pas complète, hein, bien sûr. Et puis au niveau de l'alimentation, je voulais vous montrer ce qu'il est possible de faire. Alors, vous pouvez bien entendu réaliser vos propres alimentations, si vous disposez de vos propres cartes d'alimentation, ou si vous avez une expérience suffisamment importante dans la création d'alimentation stabilisée de haut niveau. Je vous rappelle quand même que l'alimentation est un élément essentiel de la qualité d'écoute. Donc il ne faut pas trop s'amuser à improviser si on n'a pas d'expérience en la matière. Et évidemment, le site de AMD propose une alimentation stabilisée qui est bien connue, qui s'appelle la Sigma 11, qui existe depuis très très longtemps, mais qui a été modernisée au fil du temps. Elle en est aujourd'hui à sa version 3. J'en ai pour ma part assemblé plusieurs. Je dois en avoir 4 ou 5 dans la maison, dans différents appareils. Et franchement, c'est que du bonheur, c'est extrêmement fiable et ça marche extrêmement bien. Et c'est très très bien conçu. Donc vous pouvez aussi là acheter le circuit imprimé et la plupart des composants sur le site de AMD. Lorsque vous la recevez, ça se présente sous la forme d'un circuit imprimé comme ça, et puis avec des sachets de composants
à côté, sachant qu'il y a certains composants qu'évidemment vous achèterez par vous-même. Des résistances très communes, vous ne les trouverez pas chez AMD parce que leur objectif n'est pas de fournir des kits complets, mais de fournir les principaux éléments, par exemple les transistors de puissance, vous les trouverez chez AMD, vous les trouverez aussi très facilement chez Mouser ou chez RS, enfin chez tous les vendeurs habituels de composants électroniques. Donc une carte comme ça, je peux vous montrer une fois qu'elle a été un petit peu avancée. Bah, ça se présente comme ça, hein, une fois qu'elle a été assemblée, enfin, avec un certain nombre de composants. Et puis il manque ici les deux transistors de puissance que je n'ai pas encore soudés volontairement parce qu'il me manque encore un composant à souder que j'aurai demain. Donc voilà ce qui se passe après. Donc, vous aurez quelque chose qui va se présenter sous cette forme-là, avec deux transistors avec le radiateur comme ça. Je vous montrerai la carte complètement finie lorsque ce sera le cas. Je vais m'arrêter là pour ce qui est de la présentation des alimentations, sachant qu'évidemment, vu que moi j'ai un module Bluetooth, j'aurai deux alimentations Sigma 11 dans mon boîtier d'alimentation. Une Sigma 11 qui va sortir le 24 volts pour l'amplificateur casque proprement dit, et une Sigma 11 qui va sortir le 12 volts pour le module Bluetooth. Donc la carte, je la finirai, je pense, dans la semaine qui vient. Il me manque juste un composant. Et puis, nous allons tout de suite nous attaquer à l'assemblage du premier châssis, celui qui va contenir les alimentations. Voilà, merci, et je vous retrouve dans un petit moment à la fin de cette vidéo. Bonjour, donc là nous allons commencer à déballer un des deux châssis, les deux sont les mêmes, qui est un JX283 disponible chez Audiophonics par exemple. Donc ça se présente quand vous le recevez sous cette forme-là. C'est tout simple, vous avez la plaque arrière qui est noire, la plaque avant qui est grise, mais la grise, on la changera, on en fera réaliser une sur mesure et je vous donnerai toutes les cotes et directement le fichier d'XF si vous voulez le commander sur internet. Comme ça on aura deux façades noires, mais celle en façade aura des inscriptions et des symboles et sera percée bien comme il faut. Donc on va maintenant assembler ça. Je ne vais pas vous montrer l'assemblage proprement dit parce que c'est tout simple, hein, c'est des plaques avec des vis, il n'y a rien de très curieux. Et si vous vous lancez dans un fichier, dans un projet de do it yourself, il est évident que vous savez assembler le châssis, sinon il vaut mieux pas vous lancer là-dedans. Voilà, donc je vous retrouve dans un instant quand j'aurai assemblé ce boîtier. Une fois assemblé, le voici. Je vais ramener un peu de lumière pour que vous y voyez un petit peu mieux. Alors, ceci, ça va être un des boîtiers d'alimentation, enfin le boîtier d'alimentation, l'autre sera destiné à héberger l'amplificateur proprement dit. Donc comment ça se présente? Vous voyez une face blanche argentée qui sera la face avant, on la remplacera plus tard par une face sur mesure qui aura les deux petites LED pour montrer que l'appareil fonctionne, que les alimentations sont sous tension. Et ici, à l'arrière, il y a une face noire qui est livrée avec le kit qui vient se positionner comme ceci. Voilà. Mais nous allons la remplacer par une face arrière correctement percée avec des carrés et des ronds à la bonne dimension et des connecteurs d'alimentation amovibles. Ce que je voulais vous montrer, c'est que l'intérieur de ce boîtier est ventilé ici et la face qui vient dessus est également ventilée au même endroit. Donc, comme il y a des ouïes de ventilation à ce niveau-là, nous installerons évidemment les cartes Sigma 11 d'alimentation, il y en a deux, à ce niveau-là, une ici et une ici. Je vous donnerai le schéma d'implantation dans la description de la vidéo. Donc, pourquoi est-ce que l'on fait ça? Tout simplement parce que personnellement, j'ai l'habitude, lorsque je réalise des appareils, ou que je upgrade certains appareils existants, de m'intéresser aux vibrations. Et donc, dans ce châssis d'alimentation, ainsi que dans le châssis qui hébergera l'ampli casque, je vais amortir cette partie ici,
que vous voyez, c'est-à-dire toute la partie en dehors de la partie qui a les ouïes d'aération, évidemment, pour ne pas les boucher, je vais y coller des plaques de bitume qui empêchent le châssis de vibrer. Et je ferai très certainement la même chose sur la plaque qui viendra au-dessus, toujours sans boucher les ouïes d'aération. Alors évidemment, ça augmente un petit peu le poids du châssis, mais c'est pas grand-chose par rapport au poids des gros transformateurs qu'il y a dedans, et ça empêche le châssis de vibrer. Et les vibrations, ce n'est bon ni pour la partie signal des appareils, ni pour la partie alimentation. Donc c'est pour ça que je n'ai pas encore fixé la face arrière sur ce boîtier. Je vais prendre les dimensions ici, je vais couper une plaque de bitume adhésive et je vais la mettre en place. Et c'est ce que vous verrez dans la prochaine vidéo. Voilà. Bien, nous voilà donc réunis pour la suite de la réalisation de cet ampli casque M3. Je vais vous montrer un petit peu l'avancement des travaux puisque nous allons arriver dans une phase un petit peu plus délicate. Donc la première chose que j'ai réalisée, ce sont les deux cartes d'alimentation Sigma 11. Donc vous voyez ici celle qui a été déjà complètement assemblée pour la partie ampli casque proprement dite. Donc c'est celle qui est indiquée ici 24 volts. D'accord? Donc ça en est une des deux. Elle va prendre place évidemment dans le boîtier que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Et puis la deuxième alim qui est sa jumelle, sauf qu'elle sera en 12 volts au lieu de 24 volts puisqu'elle est destinée à alimenter le module Bluetooth. Donc ces deux cartes d'alimentation vont prendre place dans le châssis proprement dit destiné à l'alimentation de l'ampli casque. C'est ce que je vais vous montrer maintenant, mais pour vous le montrer, j'ai besoin de zoomer, donc je reviens dans une petite seconde. Ce que vous voyez donc devant vous ici, c'est le boîtier qui va abriter les alimentations pour notre appareil. Donc ici, vous avez la première carte que je viens de vous montrer, qui est la partie alimentation en 24 volts pour l'ampli casque proprement dit. Et puis à côté, vous avez la même carte, mais qui sort du 12 volts pour l'alimentation du module Bluetooth. Ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est l'agencement complet de ce boîtier. Donc vous avez un gros transfo qui est de très très bonne qualité, je crois que c'est ce qu'on peut trouver de mieux sur le marché, qui lui va servir à l'alimentation du 24 volts pour l'ampli proprement dit. Et puis ici, vous avez un capot qui va abriter un transfo plus petit, s'il n'y en a pas besoin de beaucoup de puissance, pour la partie 12 volts qui est ici. Donc rassurez-vous, là vous voyez que c'est juste affleurant, c'est parce qu'il est posé sur les vis, ça sera parfait, ça rentrera parfaitement. Inutile de vous dire que bon, ça rentre juste dans ce boîtier-là, mais c'est quand même intéressant de prendre le boîtier le plus petit possible compte tenu de la taille des éléments. C'est toujours sympa d'avoir une alimentation aux dimensions physiques petites, même si évidemment elle est conçue dans un esprit audiophile, c'est-à-dire avec des composants surdimensionnés. Je m'excuse déjà auprès de Tican, le concepteur de ces cartes d'alimentation Sigma 11, dont j'en ai réalisé quelques dizaines pour le surdimensionnement des transfos, mais c'est quelque chose qui, je pense, est important à l'écoute. Alors je vais temporairement enlever ces cartes-là pour que vous voyez le dessous, le fond du boîtier. Donc vous voyez que ici se trouvent les deux transfos, et ici, je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus comme ça. Voilà, vous voyez les ouïes d'aération que je vous ai montré dans une précédente vidéo, ici. D'accord? Donc ces ouïes de ventilation, évidemment, on ne les a pas bouchées, mais par contre, si j'enlève les transfos, vous allez voir ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Alors là, il n'y a pas le transfo dessous, mais c'est là qui va prendre place. Hein. C'est que ici, cette partie-là, là, toute cette partie ici, ça, ici, là, c'est une plaque de bitume qui est destinée à amortir les vibrations des transformateurs. Donc les transformateurs sont posés dessus.
Et cette plaque de bitume va limiter la transmission des vibrations aux cartes qui sont situées ici. Voilà, donc là on a fait le tour du châssis intérieur, du châssis d'alimentation, la partie intérieure. Voilà comment ça se présente une fois que ce sera assemblé. Vous avez évidemment un très beau transfo ici, puis un transfo un petit peu plus petit pour la partie 12 volts. Donc rassurez-vous, ça rentre parfaitement, il n'y a pas de souci. Alors l'avantage, c'est que bon, là c'est bien plein comme un œuf. Il nous restera la possibilité de mettre ici, je ne sais pas si vous voyez, mais entre ce transfo, entre ce capot-là et la carte d'alim ici, il y a un espace qui nous permettra de mettre des sucres, des barrettes d'interconnexion pour toute la filasse qui va prendre place, c'est-à-dire notamment le lien entre les alimentations du transfo, les fils du transfo, et la partie secteur qui va arriver au fond. Donc c'est une excellente transition pour que je vous parle maintenant de la plaque qui va venir en fond de châssis et qui donc va d'une part accueillir les entrées secteur 220 volts ou 230 volts ou 110 volts si vous êtes aux États-Unis, et puis d'autre part les sorties qui vont aller vers la partie châssis de l'amplificateur casque proprement dit. Donc je vous retrouve dans une petite seconde, le temps pour moi d'aller chercher les plaques que vous allez voir. Bien, donc maintenant nous allons parler de la plaque qui vient à l'arrière du châssis et qui va accueillir les différents connecteurs de ce boîtier d'alimentation. Donc d'origine, le boîtier est livré avec une plaque brute comme ça, en métal, qui présente deux inconvénients. Le premier, c'est qu'elle est quand même assez épaisse, 3 mm, donc c'est pas facile à trouer. Alors si on a des trous circulaires à faire, ben, c'est très facile parce que n'importe quelle perceuse peut le faire. Par contre, si on veut découper des carrés ou des rectangles dedans pour y insérer notamment les connecteurs d'alimentation secteur 230 volts ou 115 volts, c'est plus compliqué. 3 mm d'abus comme ça se découpe pas facilement. Et donc le plus simple, ce que je vous recommande, c'est de faire réaliser des plaques avec les trous directement que vous pouvez utiliser. Je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Alors il existe basiquement deux principaux sites qui permettent de réaliser ces plaques-là en Europe du moins. Si vous êtes hors Europe, ben c'est pas très intéressant. Aux États-Unis, vous avez certainement la même chose et c'est inutile de payer des droits de douane. Je vous mettrai les liens pour l'Europe puisque moi je suis situé en Europe. Donc jusqu'à présent, il existait un site extrêmement connu qui réalise tous les châssis et tous les plaques avec les perçages et les inscriptions que vous pouvez rêver, qui est Schaeffer AG en Allemagne, et qui dispose d'un logiciel sur lequel vous pouvez créer vos plaques, vos inscriptions, vos trous, etc. Puis ensuite vous commandez en ligne. L'inconvénient de Schaeffer AG, c'est que c'est certes irréprochable sur le plan de la qualité, ils ont un logiciel qui est parfaitement ergonomique et très simple à utiliser, mais le problème c'est qu'ils ont fortement augmenté leur prix ces dernières années, ça commence à devenir un petit peu du délire, et je ne pense pas personnellement que l'inflation suffise à justifier ces augmentations de prix. Donc j'ai recherché une alternative que j'ai trouvée, qui s'appelle QuickPanel, qui est un site situé en République tchèque et Slovénie, je pense, je sais plus, je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. L'avantage de ce site-là, c'est que les tarifs sont très nettement inférieurs à ceux de Schaeffer AG. Et pour nous qui sommes situés en Europe, comme ces produits-là viennent d'Europe, il n'y a pas de frais de douane non plus, comme avec Schaeffer AG. Donc je vous mettrai tout ça dans les liens de la vidéo. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site de QuickPanel après avoir créé mes plaques chez Schaeffer AG pour pouvoir comparer les prix. Et donc j'ai créé mes plaques pour l'arrière du boîtier d'alimentation et aussi pour l'arrière du boîtier de l'ampli proprement dit. Je m'intéresserai à la plaque d'avant du boîtier proprement dit avec les boutons de volume un petit peu plus tard.
Et puis après avoir réalisé ça sur leur logiciel, qui est un logiciel qui s'appelle QuickPanel, hein, qui c'est exactement le même principe que chez Ferragé, j'ai envoyé les plaques pour avoir un devis et pour les commander. Je précise que le responsable du site, qui s'appelle Eric, avec un K à la fin, est quelqu'un de très très réactif, extrêmement sérieux, qui vous aide dans la réalisation si vous avez des questions, et c'est vraiment quelqu'un de très très bien. Alors je vais vous montrer les plaques tout de suite après. Bien, voilà, donc ces plaques-là sont des plaques que j'ai fait réaliser chez QuickPanel, sur mesure. Il suffit de les concevoir avec leur logiciel qui est fourni, c'est extrêmement simple, c'est aussi simple qu'avec chez Ferragé. Il est un petit peu moins abouti, mais en termes de réalisation, vous ne voyez pas la différence, et en termes de simplicité d'utilisation, c'est pareil. C'est un logiciel qui vous permet de créer des plaques sur mesure. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ces plaques-là? Je vais me permettre de zoomer un peu, donc je vais sortir du champ de la caméra. J'y étais déjà plus qu'à moitié. Voilà. Donc là, vous avez le boîtier. Cette plaque-là viendra prendre place ici, à la place de la plaque d'origine, et elle est déjà réalisée sur mesure. Alors l'avantage des réalisations de chez Ferragé, c'est que premièrement, comme vous pouvez le voir ici, il y a un trou rectangulaire qui est absolument parfait. C'est contrairement à ce que vous pouvez essayer d'obtenir si vous vous amusez à essayer de percer un trou rectangulaire dans la plaque d'origine, il n'y a vraiment pas photo. Alors globalement, le travail réalisé par chez Ferragé est absolument irréprochable. C'est extrêmement bien fait, c'est d'une qualité au moins égale à ce que fait chez Ferragé, c'est vraiment très très bien fait. Ce que vous pouvez voir, c'est que en plus de ce trou rectangulaire, il y a effectivement des trous ronds de différents diamètres, ici pour les sorties, ici pour les fusibles, etc., pour l'interrupteur d'alimentation. Et puis vous avez un certain nombre d'inscriptions. Ici, vous avez l'inscription qui indique que c'est l'alimentation. Vous voyez ici aussi des inscriptions. Vous voyez des inscriptions en dessous ou à côté de chaque réceptacle, de chaque trou. Et puis vous voyez ici aussi quelque chose d'intéressant, c'est un logo. Ça, c'est mon logo personnel que j'appose sur toutes les appareils que je fais. Et QuickPanel est capable d'insérer un logo sur ces plaques, exactement comme chez Ferragé. C'est peut-être un petit peu moins intuitif, mais franchement, vu l'économie réalisée, ça vaut le coup. La qualité de cette réalisation est vraiment exceptionnelle de la part de QuickPanel. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien. Donc cette plaque-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va prendre position ici. Alors, les petits malins qui ont un peu l'habitude comprendront rapidement que, vu que les cartes d'alimentation ont des radiateurs ici, il serait de bon ton que les trous passent ailleurs que directement en face des radiateurs, parce que sinon vous ne pourrez pas monter les connecteurs, ça toucherait ici. Alors, et ici. Évidemment, le schéma et l'emplacement des trous de cette plaque-là, et notamment le carré, mais aussi tous les autres, a été étudié de façon à ce que ça arrive à des endroits où il y a de l'espace de libre. Je vous donnerai le schéma de cette plaque-là dans la description de la vidéo. Donc cette plaque-là viendra prendre ici. Et un petit truc que je vous recommande de faire sur toutes vos plaques, c'est que c'est au niveau du perçage des vis. Alors je prends toujours avec une très grande précaution les dimensions, mais je me suis rendu compte sur certains autres boîtiers qu'il est toujours souhaitable de mettre les trous au bon emplacement, et puis d'un côté, ici, d'avoir des trous qui sont rectangulaires, ce qui vous permet d'avoir un petit peu de jeu comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'être précis au micron près, donc en faisant des trous qui sont rectangulaires comme ça, vous les voyez, hein, celui-ci est rectangulaire alors que celui-là est bien circulaire. L'avantage, c'est que si vous vous êtes légèrement trompé d'un demi-millimètre dans les prises de dimension,
eh bien ça rentrera sans problème. Le vis qui sera ici, qui prendra place dans ces deux petits rectangles, aura un petit peu de jeu et ça permettra de visser parfaitement la plaque qui évidemment ne bougera plus, puisque vous voyez que le trou que j'ai fait ici est rectangulaire, mais évidemment en hauteur c'est bien la même hauteur que celui-là, hein, donc c'est parfait. Voilà, donc cette plaque-là va venir prendre place ici. Vous remarquerez que pour ce qui est du connecteur 230 volts ici, secteur pour 115 volts aux États-Unis, c'est un connecteur IEC. Je n'ai pas percé les trous ici de part et d'autre pour le solidariser lorsque j'ai commandé la plaque, mais c'est pas très grave, je vais le faire moi-même. Ce sont des petits trous circulaires M3, c'est assez facile à faire. Et une fois que j'aurai fait ça, eh bien, nous allons assembler les différents connecteurs et les relier à l'intérieur de l'alimentation. Voilà, à très bientôt. Bien, bonjour, nous voici donc réunis pour la suite de la présentation de cette partie alimentation de l'ampli casque AMBM3. Donc par rapport à la partie précédente, nous avons bien avancé, nous avons donc complété la partie alimentation avec, vous le voyez, les deux transfos. Alors évidemment, celui-ci qui est assez monstrueux et même surdimensionné servira à l'ampli casque et celui-ci servira au module Bluetooth. Et puis vous voyez ici les deux alimentations qui sont basées sur des alimentations Sigma 11 de AMB, qui sont extrêmement fiables et de très très haute qualité, qui ont été mises en place. Alors, ce qui vous intéresse, c'est probablement l'intérieur. Donc, je vais essayer de bouger le bébé. Et croyez-moi, c'est déjà assez gros. Donc, je vais zoomer, sortir du cadre complètement. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, vous trouvez ici le transformateur principal qui a encore sa protection en bleu, puisque je ne l'enlèverai que... Je n'enlèverai le film de protection que tout à la fin. Et puis ici, vous voyez un autre capot qui dissimule un transformateur. Donc vous voyez les fils qui sortent ici en vert. Hein. Donc chacun des secondaires de ces deux transformateurs va alimenter la carte d'alimentation Sigma 11 qui lui est propre. Donc ici en 24 volts pour l'amplificateur et ici en 12 volts pour la partie module Bluetooth. Donc ça, vous voyez, c'est un travail qui est assez propre, avec des connexions bien réalisées au niveau des câbles. Vous voyez ici que c'est bien fait. Donc un petit truc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, lorsque vous devez relier des fils à des borniers comme ça, qui sont des borniers à vis, hein, ou en vis, il est indispensable que vous mettiez ces espèces de petits embouts câbles, là, vous en voyez ici en rouge, et ici en bleu. Ce sont des embouts de sertissage qui font que vos câbles ne sont pas blessés. L'embout protège les fils de cuivre, et quand vous vissez, vous ne coupez pas les fils de cuivre. C'est une solution assez élégante. Donc ça, c'était pour la partie intérieure. Vous remarquerez aussi, si vous avez l'œil, qu'il y a ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais enfin, vous pouvez peut-être le voir là, voilà, ici, une plaque de bitume qui fait 5 mm d'épaisseur, donc c'est une plaque de bitume assez importante, qui est sous la partie alimentation et qui sert à protéger les alimentations des éventuelles vibrations des transformateurs. C'est quelque chose qui permet de gagner un petit peu en qualité sonore, et plus qu'on ne l'imagine, les alimentations, tout comme les circuits digitaux, ou comme les platines disques, n'aiment pas du tout les vibrations. Donc ça, c'était pour la partie intérieure. Et puis je vais vous montrer, en essayant de tourner le bébé, croyez-moi, les transformateurs pèsent leur poids. Voilà, là, vous avez au passage une vue du dessous, hein, donc on a percé, on a mis des visseries inox. Et ici, vous avez donc la vue arrière de la face arrière faite par Quick Panel. Je vous montrerai je vous donnerai les descriptions les liens dans la description de la vidéo. Donc vous voyez que le travail est absolument parfait. Quick Panel a fait un travail vraiment remarquable.
Et c'est donc maintenant un concurrent très très sérieux à Schaeffer AG, qui était jusqu'à présent en quasi monopole en Europe pour la fabrication des faces avant. Donc le travail de sérigraphie est absolument parfait, il n'y a rien à dire. Le logo est parfaitement intégré, hein, vous le voyez ici. Tout ce qui est trous pour les connecteurs sont aussi absolument parfaits. Donc il n'y a absolument rien à dire. Bon, vous verrez au passage que j'ai percé les deux petits trous que j'avais oubliés sur la face avant ici pour fixer le connecteur IEC. Et puis quelque chose qui peut vous intéresser aussi, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, vous le voyez ici, vous voyez évidemment que le connecteur IEC arrive à un endroit, il est ici, qui est bien éloigné des radiateurs, donc il est ici et vous voyez qu'il a la place de passer. Le fusible et le connecteur marche-arrêt sont eux aussi à un endroit éloigné des radiateurs de l'autre alimentation, et les connecteurs de sortie qui produisent donc les tensions continues qui vont aller vers l'amplificateur et vers le module Bluetooth sont eux aussi disposés à des endroits éloignés des radiateurs. Évidemment, il faut y penser quand vous faites le schéma de la face arrière, de façon à ce que vous ayez la place de passer les câbles et les connecteurs correctement. Voilà, donc ce châssis d'alimentation qui pèse son poids, je vous dis maintenant, est terminé. Il est prêt à être capoté par le dessus, par la face qui va bien, et puis la face avant ici aussi. Et donc maintenant, nous allons passer à l'assemblage de la partie ampli-casque proprement dite. Donc c'est un autre châssis, puisque j'ai séparé l'alimentation du reste. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà, merci.